BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bon week-end et merci d'être là, fidèles. Peut-être pour quelques-uns d'entre vous depuis très longtemps à De quoi je me mêle, je suis très heureux de vous retrouver. Vous le savez, chaque week-end, votre heure dédiée à la tech. Avec au sommaire, pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va retrouver Christophe Joly et on s'intéressera aux 20 ans de Facebook. Et Christophe nous racontera l'histoire incroyable de Facebook. Alors évidemment, il y a eu le film, mais il y a évidemment plein de petites anecdotes à vous raconter, Christophe Joly. Donc l'histoire de Facebook, ce sera tout à l'heure. Et puis, je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre et puis, bien sûr, réagir à tout ce qu'on raconte dans De quoi je me mêle. Merci encore une fois d'être là et bienvenue. Voilà, De quoi je me mêle que vous pouvez retrouver dès le vendredi midi en podcast audio, aussi sur la chaîne YouTube de Tech Co. Et puis après le week-end, bien sûr, sur BFM Business Radio Télé. Pour commenter l'actu cette semaine, Mélinda Davansoulas est là. Salut Mélinda. Hello François, hello Gonzague. Ravi de te retrouver Mélinda. On se prépare pour le MWC. Oui. Voilà, le Mobile World Congress. On y sera la semaine prochaine. Sous le mauvais temps de Barcelone, parce qu'il fait jamais beau quand on y est. Je ne sais pas pourquoi. Dingue. Et quand on s'en va, le soleil arrive. Oui, c'est vrai. C'est fou ça, c'est pour quand être sûr même. qu'on y travaille. Mais voilà. Au-delà de ça, vous savez qu'il y a le grand salon dédié à la téléphonie mobile qui débute lundi prochain. Et on vous proposera d'ailleurs un De quoi je me mêle. Et Mélinda y sera d'ailleurs. Ça sera hyper intéressant. On découvrira un petit peu toutes les nouveautés liées à l'écosystème mobile. Et puis, pour commenter l'actu aussi cette semaine, c'est Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague. Bonjour à tous les deux. Ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait toujours plaisir d'être là. Voilà, Gonzague, aussi un historique de quoi je me mêle, qui vient nous voir de temps en temps, débordé par le travail, parce que évidemment ta boîte bouche cousue cartonne. Ça marche bien, et je suis un peu moins là parce qu'on fait on est en train d'acheter des bureaux pour s'agrandir. Et voilà, ça prend du temps. Ben voilà, tu vois, le futur Google est là. Donc il faut lui dire vous maintenant. On va lui dire s'il te plaît, tout ça. Vous voyez toute l'émission, ça va être sympa. Qu'en pensez-vous? Voilà, bouche cousue, qui en fait, tu t'occupes de créer des. Nous, on fait du réseau pour les TPE, PME, les startups, PME. et tout ce qui s'y connecte. Voilà. Et comme c'est ta passion, forcément, t'es bon là-dedans. Content d'être là pour en parler. Et voilà, et c'est rigolo parce que tout à l'heure, tu vas nous parler d'un truc que moi, perso, je ne connaissais pas. C'est un Wi-Fi qui a été conçu en 2017 et qui a une super longue portée. Et bon, voilà, on garde ça tout à l'heure parce que tu as fait un petit post sur ton blog qui est très intéressant. Mais pour débuter dans l'actu, Mélinda, on le sait, on te suit toutes les semaines pour multijoueur sur la plateforme Tech Co. On va parler de jeux vidéo parce que on voit que Microsoft fait les yeux doux un peu à tout l'écosystème jeux vidéo depuis qu'ils ont racheté Activision, etc., etc. Et donc, ils ont annoncé un truc incroyable cette semaine. Ils vont partager leurs jeux. Et dit comme ça, ça fait bizarre. Mais il faut quand même savoir que Microsoft a engagé un virage il y a quelques années déjà en allant vers le cloud gaming, on l'a dit. Et puis surtout, depuis qu'ils ont fait des rachats, donc depuis qu'ils ont racheté ZeniMax, le groupe de Bethesda, et surtout le groupe Activision Blizzard King, en fait, désormais, ils ont un catalogue de jeux qui s'apprête à être hallucinant. Quand on a autant de studios, on parle de plus d'une trentaine de studios désormais, même peut-être bientôt 40. Donc, ils ont plein de jeux. On se dit, c'est super, ils ont une console, plein de jeux, ils vont garder leurs exclusivités pour attirer les joueurs. Eh bien, pas du tout. Ils ont fait la semaine dernière, alors un événement qui était très drôle, qui s'appelle Xbox Business Update, en podcast, mais pour tout le monde. Alors, la partie business, elle était vraiment là. On avait quand même les trois têtes pensantes de Xbox. Donc, Phil Spencer, qui est le patron de Microsoft Gaming, donc la vraie branche gaming de Microsoft. Sarah Bond, qui est directrice d'Xbox et qu'on annonce comme l'héritière, après le départ de Phil Spencer dans quelques années, et Matt Booty, qui est responsable des studios, des licences, de tout ça. Alors, donc on va dire, comme tu disais, le top du management de la branche jeux vidéo de chez Microsoft. Alors, on va pas se mentir, 20 minutes d'événements un peu pompeux, un peu pénibles, ils ont tous des têtes d'enterrement, donc on se demande ce qui va se passer. Ça n'annonce rien de funky, pourtant Phil Spencer, nous on l'avait vu en interview, c'est quand même quelqu'un de jovial. Ouais. Là, franchement, ça respirait pas le bonheur. Tiens. On s'est dit, ça va être la cata, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des semaines de rumeurs, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Et là, il y avait une rumeur comme quoi ils allaient arrêter les consoles aussi. Oui, ça se fout là. C'est depuis qu'ils font du cloud gaming, tout le monde dit ils vendent pas de consoles, on va les arrêter. Et justement, un des points de ce podcast en 20 minutes, c'est ils ont dit non, on continue les consoles et en plus on vous annonce pour la prochaine génération de consoles un vrai bond technologique. Waouh. Ça, c'est de l'engagement quand même. Donc, mais on le sait, ils ne peuvent pas. Parce que tout le monde n'a pas notre connexion Internet encore pour jouer en cloud gaming, pour télécharger des jeux. Il y a encore des gens
les jeux étant de plus en plus lourds, qui mettent un temps fabuleux pour Parce que télécharger. des jeux, c'est des plusieurs dizaines de gigas. On arrive c'est à monstrueux. 150 gigas aujourd'hui, donc quand il te faut 3 jours. Cyberpunk 130 gigas, je crois. Ouais, non, voilà. Et pour télécharger ça, Ouais. Call même of si t'as la Duty, fibre, non, mais- il faut y aller, quoi. Tous les gros blockbusters aujourd'hui, les gros jeux, que ce soit sur Xbox comme sur PlayStation, on est à plus de 100 gigas facilement. Donc ça prend du temps. Donc il faut une bonne connexion. En cloud gaming, il faut aussi une excellente connexion et une stabilité. Tout Ouais. le monde n'a pas. Donc les consoles, ça c'est fait. Donc ça veut dire que le support physique va continuer d'exister ou Ouais. pas? Oui. Le Le support. bon vieux Blu-ray. Alors on sait que dans les licenciements que Microsoft a annoncé, là, les 1900 personnes chez Xbox, du fait du rachat de studios, ils ont aussi, Ouais. ils ont quand même 15 000 personnes qui sont arrivées, il faut les gérer, hein. Donc il y a des doublons, des triplés partout. Il y a notamment la division des jeux physiques qui a été fortement impactée, c'est-à-dire tous les jeux en boîte qu'on a. Donc oui, c'est pas un bon signal pour le jeu physique envoyé, mais ça existe. Mais là, ce qui était drôle dans ce podcast, et ce que tout le monde attendait, parce que c'était là ce qui a fuité et sans doute provoqué ce podcast un peu dans l'urgence, c'est le fait qu'ils vont donner des jeux à la concurrence. Donc à PlayStation et à la Switch. Alors on pensait au Game Pass. Non, ils ont bien précisé que leur Game Pass, leur service sur abonnement, ils se le gardaient en revanche. Ouais. Les jeux Parce que Day c'est One, ça qui devient leur trésor de guerre. Mais on va y ah non, revenir, bien les sûr. services, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Mm. Les jeux Day One, les Forza Horizon, les choses comme ça, Motorsport, ça reste Day One sur le Game Pass. En revanche, tous les jeux qui vont avoir plus d'1 an, qui sont considérés comme des jeux à forte communauté, des jeux porteurs, des jeux ambassadeurs, comme ils ont dit, ça, ils vont en donner 4. Alors, on ne savait pas bien la répartition au moment du podcast. Depuis hier, on sait. La Nintendo Switch aura Grounded. Alors, c'est un peu chéri, j'ai rétréci les gosses, hein, pour vous donner le cadre. Vous jouez une armée d'humains miniaturisés qui se retrouvent dans un jardin et qui se retrouvent face à des grosses fourmis et des grosses araignées. C'est sympa comme jeu? Oui, ça c'est sympa, mais c'est très Nintendo Switch Oui, voilà. familial dans Ouais, l'esprit. ouais. Voilà, il y a ce côté un peu jeu multi. Hop, ça c'est fait. Bon, ils ont donné Pentiment. Ça c'est un jeu un peu bizarre, un peu indépendant. Bon, ça fait un peu marque de fabrique. Bon, ça je pense que c'est du deal de la soupe interne à la Switch. Et hier soir, après la conférence Nintendo, on a appris que la PS5 héritait de 2 jeux, et alors là quand même des jeux assez costauds. Sea of Thieves, alors ça c'est le jeu de pirate, pareil en multi qui cartonne. C'est un des gros cartons D'accord. de Xbox. Qui qu'on a était vu avant venir. exclusif Xbox, Xbox PC. Parce que chez Xbox, Oui. on partage toujours avec bien le sûr, PC. puisque c'est Windows. Voilà. Donc, Et ils vont avoir Hi-Fi Rush, qui est un jeu hyper pop, très musical. Pareil, un jeu qui a besoin d'une forte communauté, qui avait été une grosse surprise l'année dernière, qui a eu Ok. un gros succès d'estime, et qui correspond bien. Ces 2 jeux qui correspondent très bien à la PlayStation. Mais c'est quand même un tournant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la console ne devient pas le seul terrain des exclusivités. ouais. Il y a quelque chose qui se dessine actuellement dans le jeu vidéo, c'est qu'est-ce qu'on fait des exclusivités? Parce que les exclusivités, c'est bien, ça fait vendre des consoles normalement. Quand on voit The Last of Us, on voit Spider-Man 2 sur la PlayStation, oui, les gens qui veulent y jouer, ils n'ont pas le choix en fait. Ils sont obligés d'aller sur une Ouais, PlayStation. mais est-ce que c'est très clivant? Ça t'oblige à acheter une console pour un jeu, ce qui est aujourd'hui un peu bizarre, quoi. Ça me fait penser, je sais pas ce que vous allez nous dire là-dessus, mais ça me fait penser un peu aux exclusivités qu'il y avait avant Disney+ ou Netflix. C'est pareil. Et on se rend compte que Disney revient un petit peu sur sa stratégie Ils du avaient tout début retiré. de Disney+. Ils avaient tout enlevé sur les autres plateformes pour se garder l'exclu. Et puis finalement, maintenant, ils recommencent à revendre des programmes à Netflix. Alors, c'est pas le super premium, mais voilà, Mais la raison, elle est exactement la même. il y a un recul. C'est purement, alors je vais dire mercantile, c'est Mais c'est du moche comme mot, business, mais bien sûr. aujourd'hui, une série ou un jeu AAA, ça coûte une fortune à faire. Comment est-ce qu'on rentabilise un jeu qui coûte aujourd'hui, ça se chiffre en centaines de millions, comment on le rentabilise avec un seul parc de joueurs? Mais oui. Alors ce qui se passe, c'est que par exemple, PlayStation, le fameux Helldivers 2 dont tout le monde parle en ce moment, est sorti en même temps sur la PS5 et sur PC. Déjà, pour les développeurs, ça fait 2 points d'entrée plus de joueurs. Ben là, Palworld sur Xbox, pareil. Xbox et PC. Ben on va faire la même chose avec les jeux. Sea of Thieves, on va aller chercher d'autres joueurs pour aussi rentabiliser le coût d'un jeu. Et Gonzague, en plus, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, un jeu, il a une durée de business monstrueuse avec les DLC que tu télécharges, les personnages, etc. Tout ça, ça fait de l'argent en plus. Et cet argent, plus c'est sur des consoles, plus il y a un business qui va se faire, non? Tu as largement intérêt effectivement à le vendre aux gens qui n'ont pas acheté une console exprès pour jouer avec au début et 1 an après, parce qu'effectivement, c'est des gens que sinon tu n'aurais jamais pu toucher. Pourquoi se priver d'aller vendre à ces clients-là? C'est pas 1 ou 2 ans après la sortie d'un jeu que tout d'un coup tu dis je vais m'acheter une Xbox pour ce jeu. Ouais. C'est génial. Mais tu sais quoi, ça Sea fait... of Thieves, ça dure depuis depuis Ouais. qu'il est lancé. Ce jeu, c'est un jeu qui a plus d'une année. Puis on arrive, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais François. vas-y. On arrive aussi aujourd'hui à une époque où les gens veulent du multijoueur.
Il n'y a que des jeux multi. Quand on Mm. regarde, alors moi je préfère les jeux narratifs, donc je ne suis pas trop la cible de ces jeux-là, mais on a envie de jouer avec ses potes. Eh ben, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur Xbox, vous jouez un jeu Oui. sur Xbox, et que votre pote, il joue sur PlayStation? C'était le cas, par exemple, Sea of Thieves. Tous les joueurs PS5 disaient quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Après, derrière, Microsoft, ils sont dans une position, on le disait grâce au Game Pass. Est-ce que mettre le jeu sur le PlayStation Store, c'est-à-dire, pour un jeu qui leur appartient, donner 30%, quand même, mine de rien, derrière à PlayStation. 30% qui vont servir à aller faire des jeux exclusifs PlayStation. Il y a un calcul à faire. Mais s'ils donnent ce jeu-là au PlayStation Store, aux joueurs PlayStation, c'est aussi un produit d'appel. Et quand ils disent ambassadeur, le mot est très très fort, parce que c'est leur ambassadeur pour quoi? Au final, c'est leur ambassadeur pour moi, pour le Game Pass. Parce que si tous les jeux, derrière, on se dit « Ah, il est sympa ce jeu Xbox. Ah, il y en a un autre qui arrive un peu dans le même style. Ah ouais, mais il va falloir que j'attende 1 an pour l'avoir sur la PS5. Sur la PS5, ouais. Alors qu'eux, en plus, ils l'ont dans le Game Pass qui coûte 10 balles par mois. Alors que moi, je vais le payer 80 après. Et c'est là où je pense qu'ils sont extrêmement malins, que céder 30%. Je veux dire, pareil que c'est presque des jeux vitrines qui donnent envie de changer de camp. Évidemment, c'est un appât. Et puis, il y a aussi cette tendance chez Microsoft de l'ouverture. On le voit même avec, par exemple, sur Samsung, tu as toutes les applications Microsoft qui sont préinstallées. Game Pass. Les Office, Office, Game Pass, etc., etc. Microsoft, depuis l'arrivée de Satya Nadella, c'est très ouvert. On est sur toutes les plateformes. Même chez Apple. En étant sur, et évidemment chez Apple, parce qu'en étant sur toutes les plateformes, comme on a plein de services à valeur ajoutée qui nous rapportent de l'argent, bah, ça nous fait plus d'argent. Et ça se voit dans les résultats financiers de Microsoft qui n'ont jamais été aussi bons. Donc c'est Microsoft Game, c'est pareil. On est dans la même logique. C'est une tendance très large autour du service. C'est ce que tu disais tout à l'heure, service. L'abonnement, le revenu récurrent, c'est extrêmement important pour les sociétés. C'est ce que Apple a réussi à bien développer. Et on voit eux-mêmes qu'ils arrivent sur d'autres plateformes. On a lancé Apple TV directement sur les télés. Et Microsoft, ils ont adopté à fond cette démarche de se dire, OK, bon, on a voulu faire Windows Mobile, ça n'a pas été un carton. Maintenant, on va être excellent sur toutes les autres. Donc les applis iOS de Microsoft, elles sont super. Les applis Android, elles sont très bien. Et ils ont bien amélioré leurs applis sur Mac. Pourquoi ne pas avoir la même démarche dans le jeu vidéo que de s'ouvrir aux autres? C'est hyper malin. Et là, après, pardon, excuse-moi, mais par exemple, un jeu comme Halo reste une exclusivité Microsoft. Ils l'ont dit, Starfield ou le prochain Indiana Jones qui est très attendu. D'accord. Alors ça, sur les autres consoles, ils peuvent toujours rêver pour le voir. Ce sera pas pour. Faut pas exagérer les gars. Faut garder des produits, mais il faut garder des produits d'Apple parce que ces jeux-là, ils seront Day One dans le Game Pass. Donc là, on a compris encore plus, au cas où on avait encore des doutes, que le cœur d'Xbox aujourd'hui, c'est le Game Pass. Et on s'attendait à plutôt avoir le Game Pass partout parce qu'ils l'ont donné. Mais voilà, comme dit Gonzague, ils l'ont donné intelligemment, de manière hyper carrée, à d'autres. Ouais, mais tu peux dire aussi Halo, par exemple, si 1 an après sa sortie, il arrive sur PlayStation 5, c'est pas bien grave. Enfin, je veux dire, il aura été quand même assez rentabilisé. Et surtout, dans la logique que tu disais, ça donne envie peut-être d'aller sur le Game Pass parce que tu te retrouveras avec Halo, avec des jeux, etc., plein d'autres jeux. C'est un gros marqueur. Et puis, il y a aussi un truc tout bête, c'est que, par exemple, PlayStation n'a pas de jeu en multi quasiment. Le succès d'Helldivers 2 aujourd'hui, qui est un jeu complètement potache, enfin, c'est Starship Troopers, je schématise, mais c'est un peu ça dans l'idée. Le succès, c'est aussi qu'il n'y a pas ce type de jeu pour les joueurs PS5. Il y en a qui viennent d'ailleurs, il y a d'autres jeux qui sont multiplateformes, mais il n'y avait pas. Là, donc finalement, Microsoft, ils ont bien joué. Dans la répartition des jeux, ils ont très bien joué. Ils leur ont filé des jeux communautaires, donc ça va aussi attirer des joueurs PlayStation qui vont avoir envie de jouer à tout ça. Mais eux, ils se disent, il y a un tunnel qui est possible vers nous, qui est intéressant. Et si PlayStation aujourd'hui pense que leur salut vient du PC, ils sont en train de donner des jeux au PC, ils veulent aller beaucoup plus sur le PC, c'est aussi un signe qu'il y a quelque chose qui bouge dans l'industrie globalement. Après, on se pose la question, pourquoi Sony ne sort pas son Game Pass vraiment aussi riche Ils l'ont, le PlayStation Plus, c'est censé être ça. Ouais, mais c'est beaucoup moins sexy. C'est beaucoup moins sexy. Mais ils se rendent compte que c'est l'avenir. Enfin, aujourd'hui, voilà. C'est marrant parce que même, tu vois, pas mal d'amis qui sont très, très PlayStation prônent le Game Pass. Ils commencent vraiment à jeter. Ils préfèrent, ils disent l'offre de Microsoft est meilleure, alors qu'ils ont une PlayStation. Mais on peut s'attendre peut-être à un petit revirement de situation avec les nouvelles générations de consoles qui vont sortir. C'est quand, là a priori, je dirais pas avant 2027. Voilà. En fait, là, on va avoir peut-être une alternative. Enfin, tu sais, les mid-generation, les versions pro. Ils ont annoncé la fin de vie de la PlayStation 5. Alors, ils n'ont pas annoncé, c'était drôle. C'est pas vraiment la fin de vie. Ils ont dit,
on passe dans le cycle de fin de vie. Mais c'est normal, on est à la moitié en fait. Mais bien sûr, bien sûr. C'est 7 ans, on est à la moitié. Mais par exemple, en 2027, si le Game Pass devient vraiment costaud avec tous les jeux qu'il faut, quoi, un peu un Netflix du jeu vidéo. C'est déjà le cas en fait. Bah, tu sais, peut-être que Sony va se prendre une sacrée claque parce que au moment où tu auras envie de changer de console, ça va être vraiment un critère de choix très important. Le fait de te dire, bah tiens, allez, je me budgète 150 balles par an, mais j'aurai des centaines de jeux. Je pourrais jouer à ce que je veux, quoi. Mais je pense que le move de Microsoft, le timing, il est bon. Parce que justement, entre les annonces, il ne faut pas oublier qu'il y a 15 jours, c'est en effet PlayStation qui a dit non mais là, nos ventes sont en baisse, on arrive sur le... Enfin, en gros, on bascule sur la fin. Microsoft arrive gentiment avec ses jeux. Donc là, ils vont avoir 3 ans pour habituer, parce que je pense que là, c'est les premiers qui arrivent, pour habituer les joueurs PlayStation et Switch à avoir des jeux de chez eux. Et quand ils vont arriver avec la nouvelle génération, ils vont dire regardez, on a le Game Pass, c'est super beau, vous n'avez plus besoin de payer 80 balles, peut-être 90 à ce moment-là pour un jeu. Chez nous, pour 12 balles, vous l'avez au côté 6 mois de Game Pass en plus. Tiens, t'achètes la nouvelle console, là, t'es mort. Stratégiquement, c'est super. Trade-in, passe-nous ta vieille PlayStation 5. Ouais. C'est ça. Une Xbox misée. Non, mais ça va être super intéressant, je pense, la bataille des nouvelles consoles allez, on va dire 2-3 ans. Dans l'actu aussi, Mélinda, tu as reçu un produit qui vient juste d'arriver. Je ne sais même pas s'il est déjà dispo en fait. Depuis hier. C'est un produit Amazon. Vous savez qu'Amazon sort pas mal de produits hardware avec des enceintes avec des petits écrans, des choses assez sympas, aussi des portiers vidéo, voilà. Et là, ils ont sorti une espèce de tablette qui permet de piloter ta maison. Ouais, c'est une tablette. C'est le Echo Hub. On vous l'a pas allumé parce qu'il n'y a pas de prise à porter. Donc voilà, puis vous auriez été content de savoir que chez moi, je n'avais accès à rien de tout ce qui est chez moi. Oui, alors, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on a toute la gamme Echo Show, normalement, qui sont ces fameux écrans connectés avec enceinte. Bah là, vous retirez l'enceinte et vous avez le Echo Hub. Ça porte bien son nom. En fait, ça va être la centrale de la maison. Alors, c'est drôle dit comme ça parce qu'on se souvient que dans les premières années de la domotique, tout le monde avait une espèce de hub central. Une fois que vous aviez trouvé tous vos murs, mis des câbles dans tous les sens, tout arrivait à un petit module central qui vous permettait de tout piloter. Ça, c'est la version, finalement, sans fil, connectée en Wi-Fi. C'est vraiment pour les gens qui ont tout plein d'objets, alors qui vont fonctionner avec Alexa ou compatibles Alexa. Aujourd'hui, Alexa, c'est extrêmement large. On a du Philips, Somfy, Nanolith, tout connecté. Enfin, vous avez toutes les marques qui marchent avec. Et en fait, tout arrive sur cet écran. Vous avez tout configuré depuis votre appli et tout se pilote à l'écran. Alors, on peut se dire, non, aujourd'hui, j'ai ma voix, je dis, alors je ne vais pas le dire parce que je vais déclencher tous les assistants de tout le monde, mais machin, allume-moi la lumière. Machin A. Voilà, machin A ou machin Home, allume-moi la lumière. Ou machin I aussi. Oui, machin I. On fait tout le monde. Allume-moi la lumière et ça marche. Il y a des gens qui détestent la commande vocale. Il y a des gens qui vont aller sur leur smartphone, donc ça veut dire qu'il faut toujours l'avoir à proximité, chercher pour allumer les lumières. Là, l'idée, c'est d'avoir tout centralisé. Et honnêtement, c'est bien foutu. Il y a même les caméras, si vous avez des caméras de surveillance, visiophone. Donc ça fait écran vidéo. Ça fait écran vidéo. Vous pouvez lui parler si vous avez quand même envie de lui parler. Donc c'est une super belle télécommande. C'est une grosse télécommande. C'est une grosse télécommande que tu accroches au mur. Ou que tu poses sur un socle. Ou que tu peux poser sur un socle. Derrière, il y a quoi ? Il y a une alimentation électrique, c'est tout ? Ouais, c'est tout. Voilà, l'idée, c'est tu la connectes à ton Wi-Fi. Alors, si vraiment tu veux mettre du filaire, tu peux acheter un module supplémentaire où tu connectes, en Ethernet. Mais c'est vraiment l'idée d'une centrale. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais qui a besoin de ça ? On l'a dit, ceux qui n'aiment pas la commande vocale, ceux qui veulent être sûrs, parce que souvent, on passe une commande. Est-ce que j'ai bien fermé la lumière ? Est-ce que j'ai bien monté la température ? Et on n'a aucune idée si c'est fait ou pas. Là, vous avez tout. Et après, ça s'adresse, alors c'est peut-être un peu plus de niche, mais si vous avez une grande maison, ou sur plusieurs niveaux, ou assez large, souvent, vous avez ou un premier appareil, Amazon ou autre, qui fait une première centrale dans un coin. Mais si, par exemple, vous avez 2 étages et que c'est votre visiophone, quand vous êtes en bas, vous entendez que dalle si ça sonne. Là, ça vous fait un espèce d'écran d'appoint. Ok. Donc, je trouve que là-dessus, c'est pas mal. On configure comme on veut, on personnalise, on peut faire des widgets aussi. Tu peux écouter ta musique. Bon, il y a 2 haut-parleurs qui sont bien, mais pas non plus extraordinaires. Ouais, mais c'est vraiment une centrale domotique, j'ai envie de dire. Hein, mais c'est pas ça de Netflix, pas de trucs comme ça. Tu as suivi un petit peu ? Alors, je sais que ces sujets t'intéressent. Alors, moi, j'ai le Show, qui est le plus petit modèle avec enceinte. Alors, moi, je ne suis pas toujours fan je trouve que la configuration Amazon, je ne vais pas dire le mot, est un petit peu tortueuse. Et que la reconnaissance est chelou. Par exemple, je lui dis blablabla, éteins toutes les lumières. Je n'ai pas trouvé d'appareil avec ce nom. Tu fais, bon, t'es con. Mais sur cet appareil précis. Peut-être qu'avec l'IA générative, ça va changer. Et à 199 €, à 200 €, c'est intéressant, c'est que ça donne accès
à quelque chose qui était avant réservé aux multimillionnaires. C'est-à-dire que ça, les gens très très riches ont ça dans leur maison depuis toujours. Mais voilà, Oui, les écrans partout dans la maison. machin comme ça, c'est ça, non? Exactement. Et ça coûte une fortune. C'est extraordinaire, mais c'est que du sur-mesure. Donc c'est très 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 cher à installer et à entretenir. Il faut un spécialiste. Maintenant, si tu es un petit peu geek et que tu as envie de t'amuser, tu peux avoir ça dans la maison pour 200 balles. Ouais, parce Pas que ce que je trouve intéressant aussi, c'est que évidemment, ça va piloter les produits, les objets connectés Amazon, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, avec tout. Matter, Et c'est voilà, tout protocole. C'est tout protocole. tu as une plateforme Netatmo, bah, ça va marcher. Tu as une serrure connectée, je sais pas, X ou Y, ça va marcher. Tu as du Sonos, bah, ça va marcher. En fait, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que au-delà de la marque Amazon, c'est presque un produit générique, une télécommande universelle de tous tes objets connectés avec une belle interface. Il n'y a même pas marqué Amazon dessus. Il n'y a même pas marqué c'est ça, il y a Amazon rien. dessus. Et c'est là où C'est intéressant. c'est là où je trouve qu'ils sont très forts parce qu'on sait que Matter et le protocole, tout ça, ça va être. Aujourd'hui, il y a un air de la guerre. Il faut savoir qui va avoir la clé de la maison. en Ouais, fait. ouais. Et là, c'est malin parce qu'en effet, comme tu dis, il y a un écosystème d'appareils compatibles qui est assez dingue. Et ben ils sont malins, ils viennent, ils s'y mettent. Moi, je trouve que le prix est peut-être un peu élevé. Ouais. Parce que je trouve qu'en effet, comme l'a dit Gonzague, je trouve que c'est toujours un peu fastidieux. Il faut configurer via son application pour y avoir accès. Alors, c'est pas le pire, hein, mais Si on tu peut veux pas que le faire depuis le hub. En fait, si tu veux que l'expérience elle soit bonne, et c'est la même chose avec des lumières Philips Hue, si tu veux en faire quelque chose qui sert, et sachant que chaque ampoule coûte quand même beaucoup d'argent, et que tu veux faire des scénarios et tout, il faut y passer du temps. Hein, parce que Ouais. sinon, si c'est juste pour faire on-off, autant garder son bon vieil interrupteur. Donc, l'adoption, elle est quand même assez longue pour les commandes vocales, pour personnaliser un dashboard qui fait un peu sens dans la maison. Sinon, tu te retrouves aussi avec un truc qui affiche 12 000 boutons Comme moi. et c'est inutilisable. Ça me fait un peu penser, tu sais, à ces écrans tactiles qu'il y a dans des hôtels parfois un peu haut de gamme, où tu peux régler les volets, tu peux, tu vois, mettre en route la télé, des trucs comme ça. Autant dans une chambre d'hôtel, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais dans une maison, et comme tu dis, dans une maison un peu grande, avec plusieurs étages, etc., plusieurs univers, pourquoi pas? Franchement, à voir. Mais c'est vrai que bon, c'est 200 €, quoi. Moi, je trouve que le prix est un petit peu cher. Par exemple, on voit qu'un Echo Show 8, donc qui fait la même chose, mais qui rajoute un peu l'enceinte, alors Et qui est plus petit. c'est la même taille. Ah, Le 8, oui, moi c'est j'ai le la 10. taille dont T'as le 10, toi, peut-être. Mais est-ce que tu as la même interface? Est-ce que tu as le même soft à l'intérieur? C'est quasiment le même. C'est pareil. C'est quasiment le même, puisque tu peux avoir les widgets météo, rendez-vous Ok. et tout. Tu as la caméra que tu peux bloquer, le micro que tu peux bloquer. C'est la même chose, sauf que tu n'as pas l'enceinte, qui est un peu plus costaud. Il est à 170 €. Après, je pense que c'est un produit qui va très vite baisser. Oui, je pense. Comme souvent avec les produits Amazon. Et puis dès qu'il y a Dès qu'il y a des promos, un c'est Black la folie. Friday ou C'est un la truc folie. comme ça. Mais c'est sinon, c'est un produit que je trouve assez utile. Est-ce que tu as trouvé utile le nouveau casque Sennheiser que tu as testé pour nous? Je vais vous le faire plus vite. Sennheiser. Alors, Sennheiser, on connaît sur le haut de gamme. Là, je vous présente le milieu de gamme de Sennheiser. Ça s'appelle Accentum Plus, parce qu'il y a déjà un Accentum qui était sorti. Alors, les casques haut de Bon, gamme. Sennheiser, marque, on va dire, hyper respectée dans le monde de Mais l'audio. de l'audio, hein. Je veux spécialiste, dire, voilà, grand spécialiste. les professionnels de l'audio ne jurent que par Sennheiser. Voilà. Enfin, c'est une marque. Moi, je fais partie des gens qui adorent le son Sennheiser, Bien parce que sûr. je trouve très équilibré, très détaillé. Ouais. J'aime pas les basses, donc c'est très bien. On retrouve la Il y a une qualité couleur audio. spécifique, un peu comme Bose. Ils ont Eh ben voilà. chacun une espèce de couleur sonore Tout à fait d'accord avec intéressante. toi. Et ben, tu la retrouves dans celui-ci. C'est sa prouesse par rapport à la première version qui était sortie l'année dernière, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, c'est sur le design, voilà, et c'est un peu moins chiadé que le Momentum, mais l'intérêt est ailleurs. 50 heures d'autonomie. 50 heures d'autonomie. 50 heures d'autonomie, waouh. et je peux vous dire vraiment 50 heures d'autonomie, ou alors en tout cas, un Elle a faire le tour du monde en avion. pendant 50 heures pour ça fait tester, 50 heures que je ne dors plus. C'est pour ça Elle est un peu fatiguée. Il marche très Je bien. suis très fatiguée. C'est pas du tout les matinales. 50 heures d'autonomie, un son qui a été vraiment amélioré par rapport au premier. On se retrouve, moi je trouve, vraiment sur du son de qualité haut de gamme. Vous avez l'appli après pour faire tous les réglages que vous voulez. La réduction de bruit active, adaptative, vraiment de qualité aussi. C'est-à-dire qu'elle s'adapte. Si vous passez dans un environnement bruyant, moins bruyant, vraiment elle s'adapte et elle est très qualitative. Sennheiser, on le sait, détestait l'idée de mettre de la réduction de bruit dans un casque, ce qui est normal quand on est un spécialiste du son. Voilà, le son, ça ne se détériore pas comme ça. Donc, c'est de la réduction de bruit Sennheiser, c'est-à-dire que c'est très qualitatif, très doux. Moi, j'aime bien ne pas avoir la sensation d'être intégralement isolé du truc. Mais bon, voilà, 50 heures, 230 €. Et puis surtout, ils ont enfin mis une pochette, parce qu'il n'y a pas de pochette dans le premier. Et franchement, même si elle ne vaut pas certaines Ah ouais, pièces, le casque est beau, mais la pochette, elle est un peu tristoune. elle est milieu de gamme. Ouais, mais après, bon, tu vas nous parler du prix tout à l'heure, mais c'est Mais vrai que 200,
230, je viens de le- ouais, Pardon, 230. 230, Ouais. mais c'est vrai que bon, C'est du milieu de gamme de qualité. 230 €, on est sur des casques qui sont moins bons. Hein. normalement c'est plutôt 400. ouais. Voilà, c'est 400 €, hein, Sennheiser. Il est beau, hein. Franchement, il est en noir ou en blanc et il fait mais plus que le taf. Et surtout, voilà, la qualité de audio, c'est un casque sans fil. Alors, vous pouvez le mettre en filaire, mais je trouve que c'est moins bien. Il a tous les codecs aussi, ça faut le spécifier. Ça c'est cool. Et il fait multipoint. C'est-à-dire que vous pouvez l'appairer à plusieurs appareils et il en prend 2 en charge en simultané. C'est un truc qui tend à se démocratiser Ok. sur le milieu de gamme, Ouais, mais donc pas si par toujours. exemple tu es sur Android, tu peux avoir c'est quoi, c'est l'APT, comment ça s'appelle APTX, l'APTX, adaptatif, ouais, ça qui y est. permet d'avoir un son Exactement. haute résolution, en tout cas de meilleure qualité que le Bluetooth. Et au niveau latence, après, voilà, qualité Bluetooth, stabilité et tout, on est très bien. Ouais, puis en vrai, c'est des produits qui sont très très utilisés parce qu'avec le télétravail, etc., on va vouloir avoir de la bonne musique en mobilité et pouvoir faire des appels à la maison, Ouais. ne pas entendre trop le bruit de la maison. Donc l'isolation, elle a quand même son importance. Et puis, ouais. Chouette, hein, comme, Après, c'est vrai que ce type de produit aujourd'hui souffre par rapport au Avec les true écouteurs. wireless, quoi, Voilà, et mais qui sont en train de squatter le marché et qui font du mal en fait aux casques à arceaux. Et aux oreilles aussi, il faut quand même le répéter. Ouais. On le dit discrètement, je dis ça, j'en ai. Mais oui, les intras, c'est quand même parfois moins bon qu'un casque comme ça. Ouais, c'est moins bon, mais c'est plus pratique. Enfin, c'est plus pratique, c'est plus discret. Il y a des gens qui Ça n'ont prend pas moins de envie. Regarde, ça prend moins de place à côté de ça. Ah C'est ouais. ça prend moins de place. On n'a pas la même autonomie, mais enfin voilà, moi j'ai adopté les true. C'est bizarre parce que moi, mon expérience perso, au début, je ne jurais que par les casques arceaux. Peut-être parce que aussi, je suis un homme de radio et que j'ai toujours eu des casques arceaux sur ma tête. Mais depuis quelques temps, voilà, je suis passé au true wireless et je trouve que c'est vraiment très confortable. Quand tu veux dormir, par exemple, dans un avion, etc., t'as pas les arceaux, enfin, t'as pas le truc qui te gêne et tout. Donc, c'est différent, ça a un autre usage. Faire un papier pour toi alors. Le fait de faire attention en avion quand on met des intras et notamment quand on utilise la réduction de bruit. C'est vrai. Mais tu m'en avais parlé déjà. J'en ai déjà parlé. Je vais vraiment finir par l'écrire ce papier. Non, mais il paraît que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouais, voilà, mais c'est ça. Et d'une manière générale, il paraît que c'est pas bon d'utiliser la réduction de bruit de manière intense et régulière. Ouais, il faut surtout pas, parce que quand même, on n'oublie pas, c'est un son contraire qu'on vous envoie dans l'oreille, Ouais. donc c'est forcément pas naturel. C'est fou ça, hein. On en parle peu, mais tu devrais faire un article Je là-dessus. vais finir par l'écrire, tu le sais, depuis le temps que je bosse dessus sur cet article. Je vais vraiment, et je reviendrai t'en parler ici. Docteur d'Avansoulas. Bon, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque maintenant le sujet de Gonzague. Parce que Gonzague le disait tout à l'heure, bouche cousue, ta boîte, tu t'occupes de créer des réseaux dans des TPE, PME, d'installer du Wi-Fi avec forcément des problématiques à chaque fois qui sont uniques. Et tu t'intéresses à toutes ces technologies. Oui, bien sûr. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'en entreprise, on a toujours l'impression que ça va bien marcher et tout. C'est pas si simple. Et tu sais, on voit les présentations des box opérateurs et les gens se disent bon bah, ce sera facile de faire ça au bureau. Je mets une box, Pas du je tout. mets une box quelque part et puis c'est bon. Mais pour parler du Wi-Fi Halo, donc c'est quelque chose que Mélinda a découvert il y a quelques années. J'avais oublié l'existence de ça. Annoncé au CES en 2017. Donc c'est une norme. Le nom technique, c'est 802.11 AH. Et elle va complètement à l'encontre de ce qu'on fait de plus en plus, c'est-à-dire des Wi-Fi de plus en plus rapides et qui donc utilisent des fréquences qui sont très élevées et qui portent de moins en moins loin. Vous connaissez peut-être dans votre quotidien le 2,4 GHz, très très saturé, la même fréquence que les micro-ondes, donc ça ne marche pas très bien. Et puis il y a beaucoup d'appareils dessus. Bien sûr, c'était l'une des premières générations de Wi-Fi. C'est la première génération de Wi-Fi. Et c'est le Wi-Fi qui sert aussi pour les appareils IoT, les caméras et tout ça, parce que ça porte loin. Le 5 GHz qui vient décaler ce problème, le 6 qui a été lancé plus récemment. Et bien là, on utilise une fréquence qui est sous les 1 GHz, on utilise le 900 MHz parce que ça porte très loin. D'ailleurs, pour info, par exemple, les sous-marins nucléaires, ça utilise des ultra basses fréquences qui sont qui sont encore plus basses que ça parce que pour traverser l'eau, c'est extrêmement dur pour des ondes. Donc là, on a le même problème. Je savais même pas que les ondes arrivaient à traverser l'eau. Quelques mètres. Et alors, il y a des sous-marins qui ont des antennes qui flottent derrière. D'accord. C'est comme ça qu'on les repère. Mais c'est fascinant ces sujets-là. Moi, je suis. C'est incroyable. Et donc, le Wi-Fi Halo, ça a été lancé par le IEEE qui fait les normes. Wi-Fi Halo qui n'a rien à voir avec le jeu. Par la Wi-Fi Alliance, exactement. D'ailleurs, je ne sais pas mieux jouer avec le Wi-Fi Halo si vous jouez à Halo. Je ne sais même vraiment pas comment ils le prononcent. Mais l'idée de ce Wi-Fi, c'est justement l'Internet des objets, pouvoir connecter des choses qui sont loin, dans un jardin, un interphone, etc. Pouvoir les connecter en grand nombre, que ça capte loin, que ça ne consomme pas trop, et s'imposer comme alternative aux autres réseaux d'objets connectés, certains longue distance, comme ce qu'on appelle le LoRaWAN, etc., ou des normes qui servent dans la maison. Le Zigbee, on parle du Z-Wave, c'est tout ce qui connecte les objets connectés, les
Pool Philips, par exemple, ça utilise un de ces protocoles. Et donc, la Wi-Fi Alliance a sorti ça. Le problème, c'est que ça n'a vraiment pas décollé du tout. Alors attends, mais juste avant qu'on parle d'où on en est, techniquement, c'est-à-dire que j'installe une borne Wi-Fi Halo. Ouais. C'est classe. Hein. Et on va. Tu as ton Wi-Fi Halo. Hello. Peut-être que Nabila, elle était un peu en avance. Finalement. Et donc, tu le mets dehors, par exemple. Tu le mets dedans, même. Même dedans ou dehors. Enfin, bon, bref. Et là, tu te retrouves. Quelles sont les spécificités techniques ? La bande passante, donc la vitesse maximale de ce Wi-Fi, de cette norme, est très basse, jusqu'à 86 mégas. Dans les meilleures conditions, ça baisse largement, plus la portée augmente. Mais l'intérêt, c'est que la portée de base, elle est entre 100 mètres et 1 km, quand même assez loin. Il y a une société qui a présenté quelque chose au CES là, de cette année, et une boîte qui a sorti une caméra basée sur ça, qui a réussi à faire un test jusqu'à 3 km. Waouh. En champ libre. Hein. Les portées de réseau sont souvent pas milieu urbain. Ce qu'on appelle en champ libre, c'est-à-dire l'émetteur voit le récepteur, pas j'ai traversé 16 immeubles entre les deux. Mais donc, portée théorique énorme. Une société qui sort cette puce sur laquelle des fabricants vont pouvoir s'appuyer. Parce que, par exemple, vous connaissez les petites caméras Arlo, Ouais. Elles sont basées sur le Wi-Fi, mais elles sont limitées en termes de portée. Si elles se basent sur cette technique, sur cette techno, elles vont pouvoir être installées beaucoup plus loin et avec une consommation électrique qui est faible. Donc c'est parce important. Que tu consommes moins d'énergie aussi en te connectant sur ce Wi-Fi ? Oui, parce qu'en fait, comme ça, il y a moins besoin d'énergie pour transmettre et pour communiquer. Tu dis oh là là, j'arrive plus à parler. Tu dépenses moins d'électricité pour communiquer. Donc c'est vachement intéressant et ça permet de faire des appareils qui sont sur pile, qui auront des autonomies de plusieurs mois à plusieurs années. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Le problème, c'est que pour l'instant, en fait, aucune borne Wi-Fi n'intègre cette norme et cette fréquence parce qu'il faut une radio spécifique. Donc les bornes Wi-Fi que vous avez à la maison et en entreprise, elles font le 2,4, le 5, certaines le 6, mais personne ne fait le 900 MHz. Donc pour l'instant, il n'y a aucun objet qui pourrait nativement à la maison s'installer. Il faudrait mettre une petite borne dédiée. Donc c'est pour ça que l'adoption... Il faudrait rajouter une bande, Mais par exemple, mon téléphone, il est compatible avec ce Wi-Fi Halo ? Non. Ah ouais, d'accord. Il n'est pas fait pour. En fait, oui, il ne prend pas la norme en charge. Quoi. Il faudrait qu'il puisse gérer cette fréquence, donc il faudrait qu'il ait une radio en 900 MHz. Ouais, mais en 900 MHz, il l'a pour la 4G, la 5G, non, on n'est pas là. C'est vrai, mais ça ne fonctionne pas de la même façon parce que c'est... Ouais, mais il y a les antennes en tout cas déjà, j'imagine. Il y a les antennes, mais il faudrait que ça soit branché sur une autre radio. Et surtout, donc, il n'y a aucune borne existante sur le marché qui soit compatible. Donc pour l'instant, l'adoption de ce standard est assez faible. Mais bon, il y a un petit potentiel. Hein. Et t'en avais entendu parler, toi, Mélinda ? Alors moi, il y a des années, j'avais entendu parler de ça, justement pour tout ce qui était IoT. Le fait que ça pouvait permettre d'avoir une plus grande... Alors, à l'époque, on en parlait surtout, tu sais, quand tu as ton jardin et que tu veux la connexion, un truc connecté à l'autre bout. Et j'en avais plus du tout entendu parler jusqu'à ce que tu me dises « Gonzague va parler de ça ». Et ce que je trouve fabuleux, c'est on n'arrête pas de nous... Alors, je ne vais pas dire bassiner, parce que c'est pas ça, mais avec le 2.4 justement pour l'IoT, en disant c'est bien, ça libère parce que ça consomme moins et tout. Mais en fait, il y a ça qui existe en effet et dont on avait complètement oublié l'existence, qui libérerait aujourd'hui. On est quand même à bien plus que 20 produits chacun chez soi, tu sais, qui a été très longtemps le truc. Les gens monteront jusqu'à 20 produits connectés chez eux. Non, ça c'est fini. Hein. Je pense que si on fait tout le tour, on a besoin de libérer. Et on ne se rend pas compte, mais il suffit qu'on ait une enceinte connectée, une télé connectée. Ça va vite, ça va super vite. Ton ordinateur, ta tablette, ton téléphone, ton smartphone. celui de toute la famille. Bien sûr. Tu multiplies ça par le nombre de personnes qui vivent chez toi. Et t'exploses tout, en fait. Ça va vite, évidemment. Ça va hyper vite. Et donc, c'est une fréquence qui est déjà très, très saturée, le 2,4. Extrêmement compliqué. Oui, parce que si tu as des voisins en plus qui sont sur 2 gigas. Tout le monde se gêne. Alors, ça peut être le risque aussi avec le 900, puisque du coup, plus ça porte loin, plus les gens se gênent. C'est le gros intérêt du Wi-Fi en 5 GHz et 6 GHz. Tu émets beaucoup moins loin, donc tu as beaucoup moins de chances d'être gêné et de gêner tes voisins. Là, c'est vraiment un concours le Wi-Fi, c'est un concours de qui crie le plus fort. Oui, c'est ça. Et si ta voix porte avec des fréquences qui sont basses, ici pour l'exemple du Wi-Fi, tu gênes les autres puisqu'on t'entend de loin. Mais c'est vrai que tu te dis qu'il y a un potentiel qui est fort en fait là-dessus. Alors là, sans avoir besoin de 2-3 km, mais il y a quelque chose qui est fort justement pour libérer. Évidemment, dans mon château. Bah oui, mais tu sais, il y a des grosses pierres. Et tout. Non, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y a plein de technologies de Wi-Fi qui peuvent servir à libérer, notamment à libérer les bandes de fréquences qui sont surutilisées. Ça pourrait être une solution. Le problème, c'est que tous les routeurs, toutes les box, tout ce qu'on utilise, n'en sont pas dotés. Et le problème, c'est que si tu rajoutes cette bande de fréquence-là, ça va libérer. Mais les mecs, ils ne sont pas du tout en train de construire
de construire des routeurs, des satellites et des box pour ça. Donc c'est un peu dommage. T'as ça, ou même par exemple des choses qui ont été intégrées dans des box comme la précédente Freebox. Elle intégrait un protocole sans fil pour les objets connectés. Ils ont abandonné sur la nouvelle. Donc c'est dur pour le citoyen qui veut adopter ça à sa maison de se dire je peux construire un écosystème et investir dedans. Pérenne. Parce que peu à peu, petit à petit, capteur par capteur, même si ça coûte 20 € le capteur, quand on a 10, ok, 200 ça va vite, €, machin. et si tu dis putain, là je vais changer de box et ça va plus marcher. Ouais, c'est la galère. Mais c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est les réseaux IoT, les fabricants ont essayé d'en mettre de plus en plus. Netgear, avec leur bise à essai. Mais le problème, c'est que les gens derrière, ils le configurent pas. Donc en fait, ça sert à rien. C'est ça le problème. Voilà pour le Wi-Fi. Halo. Merci beaucoup, Gonzague. Voilà. Est-ce qu'il reste d'autres normes Wi-Fi qu'on ne connaît pas et qui existent? Donc vous avez beaucoup entendu parler du Wi-Fi 7. Qui arrive, là, on en parle de temps en temps dans De quoi je me mêle. La Freebox Ultra. Qui vient d'être ratifié et qui est adopté aussi progressivement par les autres opérateurs. Il y a plein d'autres normes. En fait, il y a les normes, donc il y a ce qu'on appelle Wi-Fi 5, 6, 7. Donc ça définit le gros du Wi-Fi. Et après, il y a plein de sous-spécifications qui sont trop techniques, je pense, pour en parler ici, mais qui sont passionnantes sur comment elles font que les appareils communiquent. Parce que je vous ai dit, le Wi-Fi, c'est à qui crie le plus fort, mais c'est aussi un système où c'est chacun son tour pour la parole. Et donc la façon dont on arrive à créer plusieurs canaux de communication simultanés, c'est ce qu'on appelle le MIMO. Il y a plein de trucs qui sont développés derrière pour faire que le Wi-Fi s'améliore. Donc par rapport au Wi-Fi qu'on a du début, c'est plus du tout la même chose. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il installe du Wi-Fi dans une boîte, ça marche nickel. Je vais l'appeler pour chez moi. C'est un vrai passionné. Un champ de bataille. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir plein d'auditeurs qui vont t'appeler. Voilà, j'ai mon Wi-Fi, j'ai YouTube. On ne fait pas les particuliers, je préfère le rappeler. C'est trop adresser. Et tu sais quoi Mais tu sais qu'il y a un business derrière tout ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. En fait, ce qu'on fait là, aller étudier la façon dont fonctionne le Wi-Fi dans une entreprise, dont se propagent les ondes, ça prend beaucoup de temps. Évidemment. Mais heureusement, il faut le facturer. Et puis ça nécessite pas mal de moyens quand même, parce que c'est une prestation, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda. Rien. Voilà, bon vol, on se retrouve à Barcelone. Eh bien oui. Dans quelques jours, comme je vous le disais, on retrouvera De quoi je me mêle. Mais Mélinda et Gonzague, on se retrouve à la fin de ce De quoi je me mêle. En tout cas, pour le podcast audio, avec notre petit module bonus, on va vous raconter une histoire incroyable de gars qui ont arnaqué Apple. C'est rare d'arnaquer Apple, parce que j'ai envie de dire, en général, c'est plutôt eux. Mais là, c'est l'inverse. Et vous allez voir, c'est quand même assez savoureux. Ce sera le module bonus exclusivement disponible en podcast audio. À partir du moment où vous nous écoutez en podcast, vous retrouverez ce petit module bonus. C'est comme ça depuis quelques semaines. Et dans un instant, pour tout le monde, ce sera Christophe Joly qui nous rejoint. On fêtera les 20 ans de Facebook avec lui. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.